So, hello everyone. It's currently 7:05, so we will start in a couple of seconds. I just wanted to remind you that this webinar will be recorded and made available to the CRC Robotics community via our YouTube channel, and it will be public too. So if you have teammates that couldn't attend tonight, well, it will be a nice occasion to show them these crucial information that we think will really help your design, particularly this year with the autonomous robots in mind. Donc, on va commencer d'ici quelques secondes. Je voulais juste vous mentionner que la présentation aujourd'hui, le webinaire était enregistré, va être disponible sur notre chaîne YouTube au grand public, probablement d'ici ce soir ou demain matin, le temps qu'on règle les derniers petits détails d'édition. Donc, vous allez pouvoir partager avec vos collègues facilement. Donc, l'idée, c'est vraiment de présenter la conception de robots 101, particulièrement pour les robots autonomes. Donc, on va essayer de diviser ça par parties. Puis, en utilisant la fonction Raise Hands, vous allez pouvoir poser vos questions. On va prendre des pauses à certains moments pendant la présentation pour pouvoir prendre vos questions. On pense pouvoir terminer le tout en environ 1 heure et quart de présentation selon les questions. So we should be able to finish everything inside the 1 hour to 1 hour 15 minutes, depending on the questions that we will have. So we will answer questions at the end of each presentation block. Please use the raise hand function on Zoom to ask your question. So now, la parole est à Alexandre. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme Dave le disait, on va parler de la conception de robots. En fait, les objectifs de notre webinaire aujourd'hui, ça va être d'un peu vous montrer c'est quoi le processus de réflexion que vous devriez avoir quand vous allez passer au travers de la conception de votre robot cette année. On va essayer de vous donner aussi quelques objectifs, en fait, quelques conseils par rapport à comment utiliser les capteurs, vu que c'est un peu la première année que vous commencez à utiliser certains des capteurs qu'on vous a donnés dans vos kits et que c'est crucial en fait de les utiliser cette année parce que votre robot doit avoir des capteurs pour être capable de fonctionner de façon autonome. On va vous montrer un peu pourquoi, en fait, le robot design puis la programmation du robot cette année ça doit être quelque chose, en fait, qui est comme lié. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Donc, c'est vraiment important de garder les deux, un proche de l'autre lorsque vient le temps de penser à comment vous allez programmer, mais aussi penser à comment vous allez construire. Donc, faire le design de votre robot. Si vous avez manqué le Arduino, le webinaire sur Arduino, je vous invite à aller le voir sur notre chaîne YouTube parce que, comme je l'ai dit, la programmation est quand même quelque chose qui va être important cette année, même pour le design de votre robot. So today I will talk about the rules. There is certain rules in our rule book that are really crucial to your design. So I will cover really fast all of these rules. I will cover the hardware details, so the component that you have in your kit, the sensors that are really useful for this year's design. We'll talk about the steps that you should have when it comes to think about how you will build and design your robot. And finally, Dave made small videos that we will present you to show you the programming strategies. If you have any question, go on Manager, ask on the forum, send us emails at info.crc@sciencetech.ca, and it will be our pleasure to respond your questions. Donc, juste un bref petit passage sur les critères du robot. Je vous conseille fortement d'aller les lire parce que c'est quand même là-dessus que vous allez être évalué lorsque vient le temps de présenter votre robot à notre groupe, dans le fond, de juges. C'est vraiment important d'aller voir les critères.
C'est aussi les critères, en fait, vont aussi des fois vous donner quelques informations en fait importantes sur comment construire votre robot. Donc, tu sais, je vais juste passer vite, là, mais il y a des règles qui disent, dans le fond, d'aller chercher, d'aller faire des trucs qui sont innovants, mais en même temps de garder extrêmement fonctionnel le concept. Donc, ça vous guide quand même sur la façon de créer votre robot, même si c'est les critères d'évaluation. Ça vous donne des fois quelques petits trucs pour dans le fond, réfléchir à comment vous allez le faire, le penser. Donc, on va commencer par passer au travers des règles qui sont vraiment importantes pour le robot. Cette année, ce que vous devez savoir, c'est que comme nous, pour vous, quand on fait la conception du jeu, c'est comme concevoir un robot, en fait. On, on, on fait, dans le fond, une idée qui est très grosse, puis après, on va rajouter des règles pour faire que c'est une idée qui va devenir réalisable. Donc, que vous allez être capable de faire un robot sur notre concept de jeu. Donc, il y a des règles comme les 3 règles ici, en fait, les 4 règles que j'ai mis ici. C'est des règles que nous, quand on les met dans le rulebook, c'est en fait pour vous permettre euh, d'avoir un défi qui va qui va, dans le fond, vous faire apprendre, mais qui va aussi être réalisable. Donc, ici, on a pour commencer la règle 2.4.01, la règle 2.4.02 qui est quand même importante parce que c'est une règle qui vous permet de placer les pièces dans votre zone de la façon que vous désirez. Donc, faut toujours, quand vient le temps en fait de faire le design de votre robot, c'est vraiment important de prendre en compte cette règle-là parce qu'elle est cruciale au problème. Donc, vous devez vraiment réfléchir à c'est quoi que cette règle-là veut dire, c'est quoi qu'elle vous apporte comme avantage. Euh, donc, moi, je vous conseille de prendre vraiment le temps de voir, de représenter le terrain puis de voir c'est quoi l'avantage de pouvoir placer comme vous voulez et dans l'orientation que vous voulez les pièces sur le terrain de jeu. Après ça, d'avoir la balle, en fait. La balle, on a dit qu'elle pouvait être n'importe où. Elle peut être dans le robot, elle peut être sur le sol. Faut juste pas qu'elle touche à l'anneau. Donc, ça veut dire que la balle peut être préchargée dans votre robot. Donc, ça, c'est quand même un avantage significatif parce que ça vous permet de juste ne pas avoir à aller la chercher sur le terrain. Ça permet de commencer la joute et d'éviter, en fait, de devoir trouver où est la balle vu que votre robot est autonome. Et les pièces peuvent être chargées au départ. Une pièce, en fait. Une seule pièce peut être chargée au départ dans votre robot. Cette pièce-là, cette règle-là, sans aller trop en détail, peut être intéressante pour certaines constructions. Tout dépend en fait des cartes que vous choisissez. Donc, vous verrez c'est quoi l'avantage de l'utiliser pour certaines cartes, mais des fois, peut-être que c'est une règle qui peut désavantager dépendamment du concept que votre robot va avoir. Donc, c'est une règle que vous devez quand même garder en tête lorsque vient le moment de design de votre robot pour voir comment vous pouvez en tirer le plus profit. Ça va être ça. Et moi, je pense que ça, c'est en fait le plus important, malgré tout, dans cette diapo-là, c'est relisez les règles. Prenez le temps de les lire. Asseyez-vous, prenez le temps, prenez un surligneur, peu importe, puis regardez c'est quoi qui est important dans les règlements du jeu de cette année. Commencez à réfléchir votre robot après cette première lecture-là. Prenez le temps de comme laisser les idées que vous avez mijoter, si on veut, et revenez par la suite lire les règles parce que peut-être que vous allez voir quelque chose dans les règles que vous n'aviez pas vu la première fois. Quand on lit quelque chose pour la première fois, on a beaucoup d'informations à assimiler, donc ça fait que des fois, on va manquer certains points importants. Donc, revenez par la suite parce que vous allez déjà avoir une bonne idée de c'est quoi les règlements. Donc, peut-être que les petits détails que vous allez manquer, quand vous allez revenir et relire les règles, ils vont vous apparaître. Donc, now I will show you a little presentation on a problem that we will introduce and that we will use all over the presentation today. So I'll show you the small video Dave made us. Donc,
Donc, le webinaire aujourd'hui, en fait, va tourner autour d'un seul exemple qu'on va réutiliser au courant de la présentation. So, today's webinar is based on myself pouring a bowl of cereals in the morning. So, basically, when I'll start my sequence, my cereal box is on the table and my hand is firmly gripped on it. Donc, basically, on va juste faire notre étape, notre séquence qui va être en fait se verser un bol de céréales. Donc, en premier, je vais lever ma boîte, je vais amener ma boîte au-dessus de mon bol, je vais me verser des céréales, assez de céréales, jusqu'à ce que je trouve que j'en ai assez. Ensuite, j'arrête de me verser les céréales et je dépose ma boîte. C'est tout. Donc, le webinaire au complet, on va passer au travers de cette séquence-là, puis on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire. On va s'imaginer que je suis un robot, on va regarder comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir effectuer cette séquence-là de façon automatique. Donc, comme on vient de le voir avec la présentation de Dave, c'est que on va essayer d'expliquer en fait la façon qu'on utiliserait les composantes pour reproduire un robot autonome. C'est quoi la logique derrière concevoir, dans le fond, un robot autonome pour simplement se verser un bol de céréales. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir peut-être attirer des informations sur les composantes qu'on a utilisées qui seraient bons pour un design pour le défi de cette année. Donc la première chose, quand on parle des composantes d'un robot, c'est dans le fond, c'est les récepteurs de votre système. On parle ici grossièrement, dans le fond, de limit switch. On parle d'encodeurs, on parle des capteurs ultrasons, des capteurs Hall effect. Donc, c'est ça, en fait, c'est des composantes qui vont venir chercher de l'information. C'est comme un peu vos yeux, vos oreilles, votre toucher. Puis c'est eux qui vont transmettre ces informations-là à votre microcontrôleur qui est le CRC-Duino et qui vont vous permettre d'avoir un design qui est fonctionnel. Vous devez donc, quand vous venez pour créer votre robot, réfléchir à c'est quoi l'information que vous devez obtenir. Quand vous effectuez une rotation, à quel moment je vais arrêter? Comment je vais savoir que c'est à ce moment-là que je vais arrêter? Dans le fond, un petit hint, c'est pas avec des timers que vous devez faire ces choses-là. Les timers, c'est la chose la plus imprécise que vous allez avoir quand vient le temps de programmer un robot de façon autonome. C'est sûr qu'avec des timers, ça a une très mauvaise répétabilité, qui est en fait un des points qu'on présente ici, la précision et la répétabilité, c'est que si je vous demande de refaire 100 fois la même action, admettons que vous allez toujours arriver au même endroit ou proche du même endroit les 100 fois. Et avec des timers, dépendamment la charge de votre batterie, dépendamment de l'usure de votre moteur, vous n'arriverez jamais à reproduire de façon juste toujours la même séquence. Donc, les timers, c'est une très mauvaise idée quand vient le temps de faire des robots autonomes. C'est pour ça que dans les diapos suivantes, je vais vous présenter en fait des capteurs qui peuvent vous aider dans différentes situations à aller acquérir cette information-là. When we come to the limit of our system, we need to think about the number of output input we have on our microcontroller. So this year, I think we have like 12 output for the motor and 12 digital input for 12 digital input. So we have je sais pas, Dave, tu peux-tu juste, je suis pas trop sûr pour, mettons, ce qui est des PW, pas des PWM, mais des encodeurs et tout ça. Basically, we won't really enter too much into details. The CRC-Duino 101 webinar that we presented last week covered that. But basically, it's just to remind you that you need to respect the number of PWM outputs, digital input output, and analog inputs that you have on your motor controller. You might design a robot that uses 100 motors, but you won't be able to implement it
using the CRC-Duino. So you need to make sure that you respect these limits when you build your robot. Thanks, Dave. So you also have to think about the quality versus price. Sometimes you can have like really great sensors on your robot, but the price is simply too high and you don't need that much quality to make the task that you are asked to do. So you always have to think about that and the power of your component. If I think about a motor, sometimes you will need a certain amount of torque to make something turn. So you always need to think about these limits when comes the time to design your robot. Donc, je vais commencer dans les components par parler du limit switch. Le limit switch, en fait, est vraiment utile pour quand vient le temps d'arrêter, en fait, un mouvement sur un axe qui est linéaire. Donc ici, je vais mettre juste un petit vidéo rapide, en fait, qu'on voit dans le fond quelque chose qui descend, qui est sur un axe. C'est un axe, en fait, qui est en Z. Ça descend, ça descend, ça descend. Puis quand on arrive à la limit switch bouge et et dans le fond, ça va arrêter le mouvement de notre moteur. Si on, ben pas de notre, ben oui, du moteur. En fait, ça va envoyer ça va envoyer un signal en fait au microcontrôleur et le microcontrôleur va faire arrêter le moteur. Donc, dans cette utilisation-là, c'est quelque chose qui est quand même qui est très fréquent. C'est quelque chose qui peut être très utile. Des fois, ça va être, ça peut se faire en fait sur des rotations, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de l'utiliser. Dave vient d'ouvrir sa caméra, j'imagine qu'il y a quelque chose qu'il veut dire. Oui, bien, termine, puis ensuite, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose. OK. Donc, en fait, c'est ça, quand vient le temps de faire peut-être, d'arrêter un mouvement sur un axe qui est dans le fond en une dimension, si on veut, ça peut être quelque chose qui est linéaire, ça peut être très utile. Ici, quand on parle de digital sensor, en fait, c'est que il envoie un signal et ça va être interprété comme un 1 ou un 0. En fait, c'est un 1 ou un 0. C'est un vrai ou faux. C'est je suis activé ou pas activé. Plus tard, on va passer dans le analogique. Je vais laisser la parole à Dave pour. Oui, bien, en fait, c'était simplement un petit complément. Il y a quelques minutes, on parlait de programmer en utilisant des timers. Donc, pour utiliser un exemple concret dans le petit vidéo qu'on vient de voir, en ce moment, le moteur de ce système-là est programmé pour arrêter donc la descente de la porte ou de la guillotine, ou je ne sais pas ce que c'est exactement, mais la descente est contrôlée pour que lorsque je touche ici ma limit switch, j'arrête mon moteur. Bon, bien, la version timer, lorsqu'on parlait qu'on ne recommande pas d'utiliser des timers pour contrôler la séquence, bon, bien, au lieu d'avoir cette limit switch-là, par exemple, s'il n'y avait pas de limite, on contrôlerait la descente de la guillotine en utilisant du temps. Donc, on dirait, par exemple, descend la guillotine pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Mais moindrement que la vitesse de notre moteur n'est pas constante, moindrement que la tension, que le voltage d'alimentation de notre moteur est différent, on met 3 secondes de mouvement sur un moteur, ça peut peut-être être ça comme mouvement, mais ça peut peut-être aussi être ça comme mouvement 3 secondes, dépendamment de la journée, dépendamment des conditions extérieures. Donc, c'est pour ça qu'on ne recommande pas d'utiliser des timers, de dire fais telle action pendant 10 secondes, ensuite telle action pendant 5 secondes, parce que c'est très difficile d'avoir de la répétabilité avec un robot qui fonctionne sous une base de temps comme ça. So, for certain tasks, it might be useful, but we do not recommend that your whole sequence or your whole logic is based on timed actions. Merci. Donc, si on continue, en fait, ça c'est pour ce qui est de la limit switch. Si on continue, on va passer à l'encodeur. L'encodeur est
dans le fond, là, on vient de voir la limite switch qu'elle, on vous disait qu'il est en fait très utile quand vient le temps de faire des mouvements en fait sur un axe. L'encodeur, lui, il est utilisé en fait sur les moteurs. Ce que l'encodeur vous permet de savoir, c'est en fait la position, mais en fait, il vous permet de mesurer un déplacement sur une rotation. Donc, quand vient le temps de faire quelque chose qui fait une rotation, l'encodeur est extrêmement pratique. Si je peux, dans le fond, faire un exemple et faire un parallèle un peu avec le vidéo que Dave a fait, dans le fond, qui vous présentait la boîte de céréales. Quand vient le temps, en fait, de faire de verser ses céréales, il y aurait une rotation probablement de sa main. Ouais, voilà la boîte de Quakers. En fait, c'est ça. Il viendrait le moment de faire une rotation avec sa main. Cette rotation-là, c'est un déplacement qui pourrait être utilisé, en fait, on pourrait utiliser l'encodeur pour savoir, en fait, lui dire calculer c'est quoi le déplacement qu'on voudrait effectuer pour arriver à la position pour verser les céréales. Même pour vous donner un exemple de c'est quoi, en fait, l'encodeur, dans le fond, c'est que votre microcontrôleur est comme un peu, c'est comme un peu un humain aveugle, si on veut. Si je prends un exemple de votre corps que vous allez peut-être pouvoir bien visualiser, c'est que, mettons que vous fermez vos yeux puis que vous dépliez votre coude, vous êtes capable de savoir, à cause de récepteurs que vous avez dans vos muscles et vos ligaments, c'est quoi le nombre, dans le fond, à quel angle se trouve, c'est quoi l'angle qui est produit par, mettons, votre bras lorsque vous dépliez ou pliez votre coude. Si on enlève ces récepteurs-là, puis qu'on enlève vos ligaments, puis que les ligaments deviennent le moteur, les récepteurs, ça serait l'analogue, dans le fond. C'est lui qui permettrait de savoir c'est à quelle position de la rotation de votre moteur que votre moteur se trouve. Donc, c'est au travers de cet analogue-là que vous seriez capable, que votre cerveau serait capable, en fait, de savoir c'est quoi le degré qu'il y aurait avec la forme, dans le fond, que votre bras serait positionné. Donc, c'est très pratique, en fait, pour savoir pour faire, mettons, des fois, il y en a qui vont utiliser ça sur un système de traction. Ils vont vouloir que leur moteur tourne de façon égale. Fait que quand ils les font tourner, ils vont ajuster leur fonction, leur code pour s'assurer, en fait, que quand ils roulent, le moteur va tourner en ligne droite en calibrant, mettons, la vitesse des moteurs. Il y en a d'autres, c'est quand ils vont vouloir faire tourner des plateformes. Quand la plateforme en fait, quand ils vont vouloir partir d'une certaine position, puis ils vont vouloir aller à 90 degrés, ils vont regarder c'est quoi, ils vont faire tourner leur moteur, puis ils vont regarder c'est quoi que l'encodeur retourne jusqu'à temps qu'il arrive à 90 degrés de rotation, puis là, ils vont dire au moteur, OK, c'est correct, on arrête de tourner. Donc, c'est très pratique en automatisation, les encodeurs. Encodeur et limit switch, c'est probablement dans les capteurs les plus pratiques quand vient le temps d'automatiser, surtout dans les kits qu'on vous a donnés. Dave a encore un point à rajouter. T'es sur mute, Dave. When we hear that kind of comments, we immediately think that, oh well, since encoders are so precise and so useful to be able to measure where a certain mechanism is, distance wise. C'est à ce moment-là que vient en ligne de compte la notion de la notion de capacité du CRC Duino. Un CRC Duino ne peut pas avoir 40 encodeurs de branchés dessus. Tout système est limité par les entrées et les sorties qu'il peut avoir. Donc, lorsque vous imaginez votre robot, c'est irréaliste de penser que chacun des moteurs va être équipé d'un encodeur. Donc, il faut vraiment faire cette espèce de jeu-là de pour et de contre de quel moteur va le plus bénéficier d'un encodeur ou de n'importe quel autre type de capteur pour être capable de respecter les limites de notre matériel tout en exploitant le plus possible les avantages que certains capteurs peuvent amener. So, just to add, encoders really seem like the best thing since sliced bread, but you need to be aware that you cannot connect a whole lot of encoders on your robot. So you really need to think which mechanism on my robot will most benefit from having these kind of sensors
It's the same for limit switch. It's the same for PWM outputs, for motors. It's really useful to make that analysis to make sure that you use the right sensor for the right task to exploit at the maximum the hardware that you have on your robot. Donc, comme Dave vient de le mentionner en fait dans son commentaire, c'est aussi la grosse partie du design, c'est de faire les pour et les contre et de toujours aller chercher le maximum de vos décisions pour rentabiliser puis réussir en fait à utiliser le plus de toutes vos composantes. Maintenant, le capteur ultrasonique. Il vous permet en fait, c'est un capteur analogique et là vient la différence avec les capteurs digitales, c'est que le capteur analogique, lui, va plus aller chercher un signal qui n'est pas nécessairement, qui est pas un vrai ou un faux. Il va aller chercher un signal que plusieurs en fait, qui a une grande variance en fait. C'est ça qui fait que, mettons, vous êtes capable d'aller chercher dans le cas de ce capteur-là, une distance. C'est qu'il ne va pas vous envoyer oui, je suis à une grande oui, il y a quelque chose à une distance de moi ou il n'y a rien. Si vous êtes capable d'aller chercher en fait, à quelle distance en fait se trouve l'objet de mon capteur. Donc, c'est ça un peu la différence entre le capteur digital et analogique de façon brève. Si vous voulez plus d'informations sur les différences et qu'est-ce que c'est que digital et analogique, je vous conseille fortement en fait d'aller sur le wiki. Dans le CRC-Duino, il y a une page qui est en fait dédiée, qui a une partie qui en fait qui fait l'explication du capteur analogique et du capteur digital. Donc, juste pour vous montrer un petit exemple rapide de qu'est-ce que ça fait ici, c'est on peut voir qu'il y a un objet qui est rapproché et éloigné et que la valeur en fait de la distance change en fonction de quand on s'éloigne ou on se rapproche. So this type of sensor can be useful to maybe make sure that something is near where we are. Quand on a présenté en fait les céréales qui étaient mis dans un bol, à moins d'avoir de la vision artificielle pour savoir si le bol se remplit, ça pourrait être un genre de capteur qui pourrait venir à nous aider à savoir est-ce que notre bol en fait est rendu à un certain point assez rempli pour savoir dans le fond si c'est le temps d'arrêter de verser. Donc, juste pour vous donner un peu un exemple de ce que ce genre de capteur-là est capable de faire. Des fois, c'est pour voir, on peut l'utiliser peut-être pour voir c'est quoi la différence entre c'est quoi la différence, mettons, si on est en train d'essayer de chercher quelque chose, mettons, à vol d'oiseau, puis qu'on ratisse en fait un espace, on peut essayer de l'utiliser pour voir c'est quoi, si on passe par-dessus quelque chose qui n'est pas au niveau du sol, dans le fond, pour trouver un objet. C'est des utilisations en fait dans lesquelles on peut l'utiliser. Des fois, c'est pour voir s'il y a quelque chose en avant de nous quand on se déplace. C'est les multiples utilisations que ce capteur-là peut avoir. Et c'est maintenant le moment de l'intervention de Dave, qui doit se unmute pour pouvoir parler. I'm a real amateur. So just to add that it's really important for you guys to start early by testing stuff on your CRC-Duino. Do not wait to have a complete robot before trying to test stuff, because a certain kind of sensor, like an ultrasonic, for example, you might think it works a certain way and it will be able to accomplish a certain task that you want it to do. But maybe that in the particular setup that you want to use it, it might not work well in your particular situation. Donc, c'est vraiment important de tester vos capteurs avant que le robot soit complètement monté, de tester vos prototypes, de tester vos idées avant de vous embarquer, avant de vous rentrer le bras trop creux dans l'engrenage. Et puis, de finalement vous rendre compte que votre idée de départ ne fonctionnera pas à cause que le capteur que vous aviez sélectionné était mésadapté à votre situation. And to that, I would add, go look at the data sheets online. We gave you those sensors in their packaging, so you have all the numbers to find out
what they are. If you have thrown in the garbage the packaging with the numbers, just ask us the information and we'll send you which type of sensor you have. The data sheet are really useful when it comes to learn how your sensor is working. So c'est un peu ma suggestion. Allez voir, allez vous informer, allez trouver c'est à quoi, en fait, c'est quoi les capacités de votre capteur. Et comme ça, ça va beaucoup vous aider. Puis peut-être ça va en fait vous éviter de faire des designs qui, à la base, vous auriez pu savoir qu'ils ne fonctionneraient pas juste en regardant comment votre sensor interagit en fait, puis c'est quoi ses capacités. Donc, c'est quelque chose que je vous suggère fortement d'aller faire. Sinon, ben, vous allez l'apprendre sur le tas, mais peut-être que vous allez avoir perdu 1 mois de construction pour en arriver à cet apprentissage-là. Donc, le line follower, ça, c'est, je pense, quelque chose que tout le monde connaît parce que dans à peu près tous les capteurs, c'est probablement celui qu'on voit le plus souvent dans les robots parce que dans tous les petits projets de robotique à l'école, tout le monde a déjà fait le classique line follower. Le line follower, en fait, il distingue les teintes. En fait, c'est pas quelque chose. Souvent, le monde vont le confondre avec un capteur de couleur, si on veut, mais en fait, le capteur ne voit pas la couleur de ce que vous lui montrez. En fait, il distingue la différence en fait de nuances de réflexion qui est faite sur ce qui est en dessous de lui, dans le fond. Donc, quand, mettons, vous montrez une ligne noire, la réflexion va être beaucoup moins grande qu'au moment de mettre dans le fond, de montrer une réflexion sur quelque chose de blanc. Donc, c'est comme ça qu'il fait, en fait, qu'il peut faire ces distinctions. Puis ça, c'est un capteur qui est en fait de type analogue aussi, comme le dernier sensor qu'on a montré, simplement parce qu'il peut avoir une grande étendue de données qui va être envoyée à votre CRC-Duino. Lui, dans le fond, c'est quand même c'est très de base, qu'est-ce qu'il fait, c'est il suit des lignes. Donc, je vais vous montrer l'exemple. C'est pas mal qu'est-ce que ce genre de capteur-là peut faire. Des fois, on peut l'utiliser peut-être pour essayer de faire justement de la différenciation de couleurs ou autre chose comme ça. Mais on va juste montrer vite une petite vidéo de ce que vous pouvez faire avec ce genre de capteur-là. Et dans le fond, c'est ça. C'était rapide, là, mais c'est juste pour vous montrer de façon très basique qu'est-ce que ça peut faire. Vous tapez line follower robot sur Google, vous allez trouver millions d'exemples. Maintenant, we'll end with the Hall effect sensor. The Hall effect sensor gives you the opportunity to detect a magnetic element. So if you move something magnetic in front of the sensor, he will send a signal to your CRC-Duino. This type of sensor can be useful when comes the time to find a zero position. La position 0, en fait, c'est quelque chose de vraiment utile quand vient le temps de commencer une séquence de robots automatisés. Quand vous commencez en fait une séquence, ça va peut-être vous aider d'avoir ce genre de sensor-là placé pour que votre robot commence toujours dans les mêmes positions. Donc, vous avez comme peut-être une séquence d'initialisation qui fait que toutes les pièces en fait vont se placer devant leur Hall effect ou quelque chose comme ça. Puis par la suite, vous commencez votre code, mais vous savez de où vous l'avez commencé de cette façon-là. Les limites switch, par exemple, aussi peuvent être un sensor qui est utilisé pour faire ce genre d'action-là et trouver la référence de départ de votre programme. Donc, maintenant, on va couvrir le comment. Après avoir vu toutes ces composantes-là, maintenant, vous avez peut-être une meilleure idée de comment les utiliser et à quoi ça peut vous servir, dans le fond, quand vient le temps de designer votre robot. Donc, maintenant, on va aller juste sur le concept de comment on design un robot. Avant de passer au design, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait une question sur la première partie de la présentation en utilisant le raise hand, s'il vous plaît.
Sinon, n'oubliez pas, on est toujours disponible sur Manager pour répondre à vos questions sur le forum dans les prochaines semaines. Oui, James. Maybe I missed it, but what's the limit for encoded PWM motors on the CRC Arduino? So it's detailed on the CRC Arduino wiki, but basically you can have up to 6 encoders on your CRC Arduino. But as soon as you have more than one encoder, you will lose other functionality. So, for example, if you have 2 motors, well, 2 encoders, you would have to drop, for example, the I2C communication capabilities. Or the SPI communication capabilities. Parce que les encodeurs, lorsque vous en utilisez plus qu'un, vont se brancher dans des ports qui sont utilisés pour faire d'autres fonctionnalités habituellement. Donc, vous pouvez en brancher jusqu'à 6 encodeurs, mais dès que vous en branchez plus qu'un, ben là, à ce moment-là, vous commencez à perdre des fonctionnalités sur le CRC Arduino. And for someone who hasn't used encoders before, what would I2C be responsible for? En fait, principalement, if you're using more than one encoder, you're mainly losing communication protocols. So to be honest, for teams starting in robotics, it probably would not mean anything. So you would not really use functionalities that you would use normally. What you can lose is, for example, I2C communication, SPI communication, and serial communication. These 3 are rarely used in the CRC robotics competition. Some more advanced teams will use sensors or will use, for example, a Raspberry Pi on their robot. So they would need these kind of communication ports to interact with these devices. Mais pour, je te dirais, 90 à 95% des écoles participant à CRC, ces ports-là sont pas recommandés. Donc, sont pas nécessairement qu'ils ne sont pas recommandés. C'est très facile de les utiliser souvent, mais c'est juste qu'ils ne sont pas utilisés la majeure partie du temps. Donc, vraiment, référez-vous à la page CRC Arduino sur le hardware details. Donc, vraiment, qui explique les encodeurs et compagnie. Ça vous explique qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que vous perdez à utiliser un certain nombre ou un autre nombre d'encodeurs, dépendamment de votre situation. Est-ce que ça répond à ta question? Thank you. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la suite? On va prendre ça pour un nom. Donc, on va continuer avec le How to Design. Donc, quand vient le temps, en fait, de faire le design de votre robot, pour commencer, vous pouvez avoir peut-être chacun de votre bord un peu des réflexions à comment faire, mais après ça, c'est vraiment important en équipe, vous vous rassemblez et vous commencez à juste lancer des idées. N'importe quoi, ça peut être les idées les plus folles, les affaires que de toute façon vous ne réussirez jamais à faire, mais des fois, au travers de ces petites choses-là qui sont folles, vous allez avoir un concept qui va ressortir, qui va être intéressant et que vous allez pouvoir adapter au niveau de votre robot avec les capacités, les ressources que vous avez. Donc, c'est juste de trouver en fait plusieurs concepts qui peuvent être pertinents au défi qui vous est lancé et d'après les simplifier pour ce que vous avez réellement besoin de faire et les capacités que vous avez. Cette année aussi, quand va venir le temps, en fait, justement, comme on a écrit, de dumb it down, ce qui est vraiment important, c'est de réfléchir au fait que votre design cette année est esclave de votre programmation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez toujours avoir en arrière-pensée que vous allez devoir programmer ce que vous êtes en train de designer. Donc, si vous n'êtes pas capable de programmer ce que vous êtes en train de réfléchir comme design, ça ne vaut juste pas la peine de le faire parce que vous ne serez pas capable d'automatiser votre robot par après. Vous devez être conscient des limites que vous avez dans vos équipes, des fois en programmation, et des limites de sensor que vous avez quand vient le temps de design le robot et de concevoir votre robot en fonction de ces limites-là. Les limites, ce n'est pas juste non plus des limites
des limites en fait du côté des sensors puis tout ça. C'est aussi des fois des limites du côté des personnes qui peuvent être qui peuvent être en train de programmer ce robot-là. Je veux dire, on vient pas commencer à programmer de l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça. Donc, vous devez être capable de réaliser c'est quoi, jusqu'où vous allez être capable d'apprendre la programmation de votre robot et pas commencer à partir dans des algorithmes ou des trucs comme ça que dans le fond, vous serez juste jamais capable de réaliser. Donc, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Excuse Alex, je pensais que tu avais Ouais, non, vas-y. Bien, we often have people commenting or asking, can I use AI on my robot? Can I use this or that algorithm? Yes, you could, but as we mentioned earlier, 99% of the robots and almost everything that every challenge that we throw to you, you can resolve them using basic robotics. You don't have to go into these kind of super automatic stuff and super advanced coding, and you don't really have to do it. If you think your stuff through, you can kiss it. Keep it simple, stupid. That's the main thing that you have to keep in mind when doing a robot. Kiss it, kiss it, kiss it. After, I strongly suggest you to go online and look at what has been done before. We don't reinvent the wheel. We just go look how it's made and we reproduce it for our purpose. C'est très important, ça vous fait sauver beaucoup de temps, d'aller revoir des fois si c'est des exemples de code que vous devez retrouver, c'est des exemples comment dire, en fait, des exemples de mécanismes. C'est la meilleure façon de vous sauver du temps et d'avoir en fait un mécanisme qui a déjà été fait puis que vous savez que ça va marcher si vous le reproduisez comme il faut. Donc, tout part en fait de réfléchir puis de voir OK, mais est-ce que j'ai déjà vu quelque chose qui peut faire quelque chose de semblable en fait? Puis essayer de trouver des idées sur Internet. C'est par là aussi que passe beaucoup du design sur un robot, c'est de voir qu'est-ce qui a été fait puis qu'est-ce que je peux adapter à ma situation. This year, start your code early. Simulate your code early, because if you don't do it, it's gonna have a good chance to fail. Si vous commencez à la dernière minute à faire votre code, vous allez très fort probablement vous planter. Parce que l'automatisation, c'est loin d'être quelque chose de simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir un robot pour tester l'automatisation de votre robot. Vous pouvez simuler l'automatisation d'un robot. Prenez, mettons, je vais vous donner en fait l'exemple de, on va continuer notre exemple de verser le bol de céréales. Si, mettons, comme Dave tantôt, quand il montrait qu'il levait il lève sa boîte de céréales. Quand il lève, mettons, on va dire, il y a peut-être un sensor qui va arrêter, on va dire une limit switch qui arrête de lever. Là, paf, la limit switch, ça hit la limit switch, ça arrête. Bon, mais ça, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre CRC Arduino. Vous mettez un moteur dessus. Vous mettez une limit switch. Vous partez votre programme. Puis au moment que vous voulez que ça arrête, vous pesez sur la limit switch et vous allez voir le moteur arrêter. Vous venez de simuler qu'est-ce qui devrait arriver dans un contexte où tout aurait été branché. Puis là, après, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est avoir un deuxième moteur. Puis quand Dave se déplace sur sa translation, c'est son deuxième moteur qui fait ça. Votre deuxième moteur, à ce moment-là, devrait s'activer. Donc, vous allez le voir tourner. Vous savez que votre code fonctionne parce qu'il est passé d'une étape à une autre. Puis là, quand il va arriver à arrêter peut-être sur une autre limit switch ici, puis qu'il va se mettre à tourner, toutes les étapes vont s'enchaîner. Les moteurs vont tous s'arrêter et s'activer en fonction de quelle limit switch est activée. Et c'est de cette façon-là que vous pouvez simuler sans avoir un robot complet qui est là devant vous. En théorie, vous pouvez simuler tout le fonctionnement de votre code avant même d'avoir un robot qui est construit. Puis au moment de tout mettre sur votre robot, le code devrait être fonctionnel. Puis devrait reproduire la même chose. Les ajustements qui vont être à faire, c'est sur le robot directement, sur le positionnement de vos capteurs peut-être, ou sur le positionnement des moteurs. Mais
en théorie, toute la logique de votre programme peut être faite avant même d'avoir un robot qui est fini et fonctionnel devant vous. Donc, je vous propose, en fait, je vous dis, si vous n'avez pas commencé, si vous commencez à programmer juste quand vous allez avoir vissé la dernière vis de votre robot, vous êtes en retard. Parce que un robot, c'est extrêmement long à construire. Puis l'automatisation, c'est plus que en fait, c'est à peu près 50% de la job cette année. 50% qui est la construction, puis 50% c'est de l'automatiser. Donc, je vous suggère fortement de construire plutôt. C'est en masse faisable. Il faut juste que vous vous preniez d'avance. Commencez d'avance, Ouais. faites des erreurs d'avance. Les erreurs sont faites pour être faites au mois de novembre, au mois de décembre et non pas la veille de la compétition au mois de février. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Puis comme j'ai mentionné, en fait, les limites de votre design vont être les limites de votre code et les limites de votre code vont être les limites de votre design cette année. Donc, les deux fonctionnent vraiment ensemble. Réfléchissez les deux ensemble et non de façon séparée. Pour la portion qui suit, là, je vais juste mentionner, là, il semble que les vidéos préenregistrées ne passent pas vraiment bien là, via Zoom. Mais sur la version qu'il va y avoir sur YouTube, ça va être l'original qu'il va y avoir, là, donc ce ne sera pas aussi saccadé. Ne vous inquiétez pas. Si vous ne comprenez pas tout là, dans les prochains 10-15 minutes, là, sur la vraie version sur YouTube qu'il va y avoir demain, ce problème-là va être réglé. Donc, on va passer au... Dans le fond, ici, c'est Dave qui nous a fait des petites vidéos il explique en fait les stratégies de programmation, de comment programmer les robots autonomes pour cette année. Je vais le laisser en fait introduire sa partie. Il a l'air de vouloir rajouter quelque chose. Ben, pas nécessairement. En fait, tu l'as super bien introduit. Donc, ici, c'est vraiment de vous montrer comment conceptualiser la séquence d'actions que vous voulez faire. Donc, comment la mettre sur papier d'une façon à ce que ça va être facile ensuite de passer à du vrai code pour votre CI/CD Arduino. So, we're not showing you here how to program. We're really showing you one of the many methods that exist to really synthesize the problem that you have, put it down on paper, and organize it in a way that it will be easy right after to translate that into CRC Arduino code. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut passer de notre séquence de se verser un bol de céréales à un robot qui pourrait faire exécuter la même chose. Donc, on va se mettre dans la tête que je veux être un robot qui exécute cette séquence-là. So, the first thing you want to do when you're creating an autonomous robot that follows a predetermined sequence, which is probably a lot like what you need to accomplish this year in Invicta 2021, is really to break down the problem as much as possible right from the beginning. Having a clear understanding of what you're trying to do will really help you when you're designing your robot, when you're building it, but most importantly, when you will be programming it. So this way, first of all, you will understand what you're doing, but also everyone in your team will work toward the same framework, and everyone will have a clear idea of what they need to achieve. Donc, pour mon exemple de céréales, si on répète notre exemple de céréales, ben, je commence avec mon bol de céréales et ma boîte sur ma table. L'idée, c'est de me verser un bol de céréales. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut lever notre boîte, après ça, amener notre boîte au-dessus de notre bol. On veut juste verser les céréales, on va arrêter de verser, puis ensuite, on veut redéposer notre boîte. Donc, c'est quelque chose de très simple, mais qui peut vraiment bien traduire c'est quoi l'esprit d'une programmation séquentielle pour un robot autonome. Donc, la première chose que je trouve intéressante de faire, c'est de se faire un petit diagramme qui va juste représenter sur papier ou à l'écran ce qu'on essaie de faire. Donc, l'idée, donc ici, I really divided what I'm trying to achieve into different steps. So I decided that each step will mean that I'm accomplishing one action. So one action equals one step. So my first step is basically my initial state. I want to represent the fact that at the beginning I'm doing nothing. So when I'm
chilling here and I'm doing nothing, I need to represent that in some way into my sequence. So that's my initial state. I'm doing nothing. So what triggers the sequence basically is, okay, I want to pour myself some cereal. So when I want cereal, then I will begin all my other my other sequence. So the first thing to do is basically lift up the box first, because if I'm trying to pour here, then I will end up with cereals all over the place, and that's not what I want. So step 0 is my initial state. I'm doing nothing. So the action is basically nothing. So that's what I'm accomplishing. So to go from step 0 to step 1, which is raise the box, I need something to trigger that. Else I will stick into step 0 until infinity. So what triggers step 0 is basically I want cereal. So when I decide that I want cereal, I have something that tells me, okay, I want to go from step 0 to step 1. So when I want cereal, I will go into step 1, which is raising the box. So when I raise the box, c'est le même raisonnement pour l'étape 0. Ça me prend quelque chose qui me dit, ben, je veux quitter cette étape-là, puis je veux passer à la prochaine étape. Parce que sinon, je vais rester dans l'étape 1, puis je vais continuer l'action de l'étape 1 à vitam aeternam. À un moment donné, ben, je vais manquer, je vais arriver au plafond, puis ça va pas bien. Donc, ça me prend quelque chose qui me dit, OK, ben, j'ai assez levé ma boîte, puis je veux arrêter de lever ma boîte. Donc, en fait, mon étape 1 doit se faire jusqu'à ce que j'aille décider ou que quelque chose me dise que j'ai assez levé ma boîte. Bon, ben, une fois que ma boîte a été levée, so when my box has been raised up, I want to go into step number 2, which is bring the box above the bowl. So now when I'm bringing my box above the bowl, well, I want to stop at some point, which is boxes above the bowl. But I want to make sure that step 3 does not begin until when I want it to begin. Else, what I would end up doing is tilting my box here and pouring cereal all over the table. So see why it's important to really break down the actions in a sequential and really distinct manner, so that you really are accomplishing only one thing at a time. Imagine that your robot is a guy and can only do one thing at a time. It really, really, really helps you, especially if you're beginning in programming robots. It's really helpful to see it that way, so that it's much easier to break down and understand. Donc, si on revient à notre exemple, donc, en fait, l'étape 2, c'est je vais amener ma boîte au-dessus de mon bol. Ça me prend quelque chose qui me dit, OK, ben ma boîte est rendue au-dessus de mon bol, ça c'est parfait. Maintenant, notre étape 3, ben, c'est tilt the box to pour some cereal. Et qu'est-ce qui va faire que je vais arrêter de me verser les céréales? Ben, en fait, ça me prend quelque chose qui me dit, bon, ben voici, j'ai assez rempli mon bol. Une fois que mon bol est assez rempli, ben, j'arrête de tilter ma boîte pour arrêter de m'en verser. Et ensuite, mon étape 4, ben, ça me prend quelque chose qui me dit, ben, ma boîte est assez untilted. Et une fois qu'elle est assez untilted, ben là, je passe à l'étape 5 qui est put box down, qui est remettre ma boîte sur ma table. Et à ce moment-là, j'arrive à la fin, qui est juste, ben voici, je ne fais plus rien, puis j'attends que l'envie me repogne, puis là, je peux recommencer. Ou bien, je pourrais passer à mes autres étapes, qui est en fait, ben, lâcher la boîte, ensuite prendre une cuillère, puis ensuite commencer à manger, and so on, and so on, and so on. Donc, l'idée, c'est vraiment de break down ce qu'on a besoin de faire en différentes étapes. Où est-ce qu'une étape égale une action qu'on veut accomplir? Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous faciliter la vie. Donc, la chose qu'on va vouloir faire une fois qu'on a fait notre premier diagramme, qui est de dire on va séparer notre séquence en une multitude d'étapes avec chaque étape étant une seule action, ou du moins quelque chose qu'on veut effectuer à ce moment-là. On va ensuite faire ce que j'appelle le diagramme numéro 2, où est-ce qu'on veut venir transformer nos transitions en des questions oui ou non. Donc, des questions that can be answered either by yes or no and nothing else. Why do we want to do that? It's simply, it will make it easier right after to transform our diagram to something that we will be able to code into the CRC-Duino. Because when a robot or when a computer tests something, the only outcome that can be is yes or no, it's true or false. For example,
The question will, a computer will ask the question, did I click the button or I did not click the button, for example. So it's always yes or no. So we want to transform our transitions into yes, no question. We also want to see it as when we execute a step, we send a command to do something. And then it's always send a command, check the transition. Send a command, check the transition. We want to do some kind of a loop here. So for example, when if we look at my step 1, being raise the box, I want to, the action of step 1 is raise the box. So I want to execute my raise the box action. And right after, I want to ask myself, do I want to go on or not? Is my box raised enough or not? So if it is, I would go into step 2. But if it's not, I want to resend the command raise the box. So I want to send a command to raise the box. I want to check, is it raised enough? No. Okay, so I want to send it again, so that my box will rise until something happens that tells me, okay, it's raised enough. Yes, so I want to go into step 2. So I want to quit step 1. I want to enter step 2, and I repeat that same little thing again. So here our sequence, we had initial state. We want to raise the box, bring the box above the ball. We want to pour some cereals. We want to until the box, and then we want to put the box down. At the end, we want to stay, well, in that case, we've decided that we want to stay in that position until the end of time. So it's the only thing I can do. I do my sequence and then I stop. So basically, I'm repeating the same thing for all my for all my steps and my transitions until I arrive into step 6, which is the end. I don't want to do nothing, where I simply do nothing and then do nothing and then do nothing and then do nothing until the end of times. So that's what we want to transform our sequence into, being it's a succession of steps which corresponds to one action that are controlled by transitions, which can be answered by yes or no questions. So viewing your program, viewing your problem like this will really help you when comes the time to transform, to translate, sorry, all of this into a robot program. Donc, vous voyez qu'à droite, il y a un diagramme numéro 3 qui est malheureusement pas visible. Donc, parce qu'on veut vous laisser languir un petit peu et parce qu'aussi, c'est vraiment pertinent d'avoir, premièrement, vu, avant de voir le part 3 de cette présentation-là, donc le diagram number 3, it's really useful to have seen the CRC-Duino 101 webinar of last week, and also to have played a bit with the CRC-Duino, testing some stuff, playing with sending motor commands, reading inputs coming from sensors. It will really help you to understand what we're speaking of in part 3. Simply because if it's your first time in your robotics and we make you watch part 3, you will probably hate us. So part 3 is available on the Arduino wiki. So if you go look in Manager and on our website, you will see the link to the CRC-Duino wiki, and it's under the tutorial section. You have tutorial number 11, which is me explaining part 3 of these little diagrams. Donc, c'était ce qui concluait les petites présentations pour comment passer d'un concept de robot à un code. Donc, s'il y a des questions sur cette portion-là, la petite présentation qu'on vient de faire, on pourrait prendre les questions tout de suite sur cette petite partie-là. En espérant que l'absence de questions soit bon signe parce que c'est assez clair et non pas parce que c'est tellement compliqué que vous ne savez pas par où commencer.
Mais je crois que l'exemple des boîtes de céréales est quelque chose qui est assez relatable. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, on est toujours disponible sur Manager pour répondre à vos questions. Et donc, du même coup, c'est ce qui va conclure notre présentation, en fait. Fait qu'on va juste juste résumer pour être sûr que comme c'est bien intégré, allez-y étape par étape. Prenez le temps de décortiquer les problèmes, surtout quand vient la partie de programmation, comme on vient de voir. Prenez le temps de voir vraiment toutes les étapes une par une de c'est quoi les actions que vous devez poser pour réussir à résoudre le problème. Commencez le plus tôt possible. Puis en fait, si vous n'avez pas déjà un peu commencé, si vous êtes un peu déjà en retard. Mais tu sais, c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer, mais dites-vous que chaque journée que vous perdez, ben, c'est chaque journée que vous n'avez pas pour trouver un problème puis le résoudre. Donc, un processus de design et de conception, c'est quelque chose qui peut être relativement long ou rapide, dépendamment si vous tombez sur la bonne solution du premier coup ou que ça vous prend 10 essais pour finalement trouver qu'est-ce qui fonctionne. Et ça, en fait, ça vient avec l'expérience. Donc, vous devez en faire le plus possible, découvrir le plus possible les ressources que vous avez, le matériel que vous avez pour vous l'approprier et en fait trouver la meilleure solution possible pour résoudre le problème de cette année. Si vous avez des questions, comme on l'a répété assez quand même de façon très fréquente, aujourd'hui et dans tous nos webinaires, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le forum, à nous envoyer des courriels si vous jugez que c'est un peu trop long peut-être comme texte pour le forum, vous devez envoyer des images ou des vidéos, peu importe. Envoyez-le nous par courriel. Ça nous fait toujours plaisir en fait de prendre le temps de vous répondre ou de faire des appels Zoom avec vous directement pour plus décortiquer c'est quoi votre problème. Donc, je vous recommande fortement de le faire si vous êtes bloqué. C'est pas 2 semaines avant la compétition que ça va être le temps de le faire parce que vous risquez de manquer de temps après quand on va vous avoir aidé pour en fait exécuter et réaliser la solution à votre problème. Donc, posez les questions le plus rapidement possible. C'est sûr, prenez le temps de chercher, voir si vous êtes capable de résoudre par vous-même, mais si vous êtes réellement bloqué, n'hésitez pas à nous contacter, puis nous, on va en fait essayer de vous guider avec des ressources pour vous donner une solution. Donc, c'est ce qui conclut en fait la présentation. C'est un peu le dernier moment pour poser les questions si vous en avez pour ce soir. Donc, je vous encourage à le faire si vous avez des questions. We know that we sound like your mom when we tell you to start early, but there's a reason why she always tells you that. Because it works. So do it. Oui, Nicolas. Je sais que vous avez vraiment aucun contrôle là-dessus, mais les CRC Duino, parce que nous autres, on n'a pas reçu, parce qu'on a fait notre inscription en retard, fait qu'on n'a pas reçu dans notre boîte. Les CRC Duino, vous pensez les recevoir quand? Je sais que vous n'avez pas le contrôle, c'est juste pour avoir comme une approximation pour savoir quand on pourrait commencer à travailler dessus. Les CRC Duino, en ce moment, sont à quelque part entre l'aéroport de Hong Kong et l'aéroport de Montréal. Ils ont été shippés enfin. Là. Il y a eu des retards sur l'expédition, mais ils ont été shippés pendant la fin de semaine. Donc, selon le tracking de DHL, on va recevoir ça vendredi à Montréal, le temps de préparer le tout, tester le tout. On a bon espoir d'être capable de vous les donner à la fin de la semaine prochaine. C'est notre objectif. Ok, parfait, c'est bon. Toi, tu es de quelle école? Grasset. Grasset, parfait. C'est sur mon chemin pour aller au bureau à chaque matin, fait que vous allez l'avoir de bonne heure. Vous allez l'avoir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup, bonne soirée. James, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Yeah, I had a question, not necessarily about design, but about the game itself. We would encourage you to ask your question on Manager. Ouais, comme ça, ça va être disponible à tout le monde. Oh, it's a bit complicated to explain in writing. Ok, ben vas-y vite. Ça va dépendre aussi c'est quoi la question pour que je te dise si je peux y répondre. I was talking with my team about the point scoring, and we found a hypothetical situation that if every robot is able to build the
the structure within a minute, it kind of becomes like we found in the playoff rounds. It becomes like a game of rock paper scissors, almost. The odds of that happening are so small that we decided not to take it into account when we designed the game. We stumbled upon it, but decided that it was most probably won't be happening. So if it does, it's a good thing because all robots are super duper good. And we will find another way to evaluate you if that happens, but I don't think it will. Actually, I kind of have the answer to that. We know how much time it's going to take everyone to finish their structure. So if it needs to come to an equal score between two teams, we'll know who has been la plus rapide, the fastest one. Okay. So we'll go with this for a tiebreaker. But James, please ask your question on manager, since it's kind of simple and it will benefit everyone to see it publicly. Okay, thank you. Thanks, Steve. Donc, si c'est tout, on va terminer le webinaire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires si vous en avez. Ça nous aide toujours à faire du meilleur contenu pour vous aider à progresser dans la compétition et à en apprendre plus sur la robotique. Merci à vous d'être venu aujourd'hui.